journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette session d'information consacrée à la page rétrospective de la semaine, les sommaires. Au cours de cette semaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé le départ en juin prochain de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est suite à son incapacité à instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Vicky Katumwa, a conduit une forte délégation de cette entreprise mardi 9 mai 2023 dans l'objectif de palper l'avancement de quelques projets financés par FPI. Sur des 107 chaînes de télévision émettant sur TNT, 107 autorisées à fonctionner à Kinshasa, décision prise par le gouvernement congolais dans un arrêté signé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Au total, 13 pays ont participé au 11e sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Convoqué par le président entrant de ce mécanisme régional, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Ce 11e sommet s'est fixé, entre autres, les objectifs de revitaliser l'accord qui avait suscité beaucoup d'espoir pour le retour de la paix en RDC, en ce qu'il constitue la première initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violence et de guerre à répétition à l'est de la RDC. Dans son discours, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a une fois de plus dénoncé la violation de cet accord par le Rwanda sous couvert du M23. La République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. De l'autre côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle au calme. Je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Il sied de rappeler que ce 11e sommet de l'accord cadre a coïncidé avec le 10e anniversaire de la signature de ces documents le 24 février 2013 à Addis Abeba, en Éthiopie. La crise en République démocratique du Congo, au centre du sommet extraordinaire Défense et sécurité en Namibie. Ces sommets s'est tenu en présence de chefs d'État et de gouvernement de la Troïka d'organes de la SADC et de pays fournisseurs de troupes, dans l'objectif de renforcer les efforts régionaux et continentaux pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC. Et ces sommets interviennent au moment où plusieurs initiatives diplomatiques régionales amorcées avec l'EAC n'arrivent pas toujours à donner des résultats escomptés sur les terrains. La force régionale, initiée pour imposer la force aux rebelles du M23 à céder les territoires occupés, ne produit pas de résultats sur le terrain, alors que son mandat est offensif. Face à cette situation, Kinshasa avait clarifié le format de cette force. Avant tout, renouvellement du mandat de la force régionale. Il s'y est de noter qu'à la suite des conclusions du 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'est tenu le 17 août 2022 à Kinshasa, les dirigeants de la région ont au cours de ces sommets étudié la possibilité de matérialiser leur solidarité à la RDC dans la réactivation et renforcement de la brigade d'intervention afin de combattre le M23. Plusieurs observateurs politiques congolais comme internationaux martèlent sur le départ de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est dans la partie orientale de la République démocratique du Congo suite à son incapacité d'instaurer la paix dans cette partie du pays touchée par l'insécurité depuis plusieurs décennies.
Enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sort de son silence. Au cours d'un point de presse conjoint avec son homologue du Botswana, le chef de l'État congolais, qui s'exprime sur les mandats de la force régionale, relève que le secrétaire général de l'EAC avait sollicité une prolongation de 6 mois. Cependant, a-t-il renseigné, la RDC n'accordera que 3 mois, qui ira jusqu'au mois de juin prochain. Ce nouveau délai sera sorti d'une évaluation de la situation. Manifestement, il y a des problèmes avec cette force régionale. La première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle assigné à cette force régionale qui n'est pas rempli. Il y a dans certaines régions une cohabitation observée entre les contingents des forces régionales et les terroristes du M23. Cela n'était pas prévu au programme. Il était question de contraindre ces forces du M23 au cessez-le-feu, au retrait, au cantonnement, a déclaré Félix Tshisekedi. Cependant, les contingents de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est pourraient définitivement quitter les territoires congolais au terme de son mandat en juin 2023. Retenons que, depuis plusieurs semaines déjà, Félix Tshisekedi est en froid avec l'EAC, n'a pas raté les crochets pour critiquer ouvertement la force régionale qui, en lieu et place d'accomplir son mandat offensif, s'est complaît à cohabiter avec les terroristes du M23 et qu'elle est censée combattre dans le Nord Kivu. Bien au départ, lorsque le chef de l'État avait pris une décision unilatérale, sans consulter la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, notre Parlement, ayant pris la décision unilatérale de faire adhérer la République démocratique du Congo dans l'EAC, alors que la plupart des pays de l'EAC sont des agresseurs de la République démocratique du Congo, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ce sont les 3 pays qui avaient agressé la République démocratique du Congo. Et nous fûmes déjà membres de la SADC, puisque lors de l'agression en 1998, c'est la SADC qui est venue à la rescousse de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, sachant tout cela depuis longtemps, que ces 3 pays étaient des agresseurs de la République démocratique du Congo, mais se permet toutefois de prendre une décision unilatérale, sans consulter le Parlement, aller signer les accords avec l'un de ces pays, notamment Kigali. Et c'est tardivement maintenant qu'il se réveille pour aller tendre la main à la SADC, alors que nous lui avons dit depuis longtemps que la SADC est là, il fallait tout simplement reviver. Alors comme ils étaient venus dans l'esprit de tout casser, tout ce que Kabila a fait, c'était ça dans leur esprit, effacer tout ce que Kabila a fait, puisque Kabila était membre de la SADC, la République démocratique du Congo était membre de la SADC, il fallait effacer toutes ces traces. Mais la réalité vient de le rattraper, il n'y a que les ridicules qui ne tuent pas. Heureusement, il est rentré à la SADC. Espérons qu'on va trouver gain de cause, mais je n'estime pas, puisque la République démocratique du Congo est surmilitarisée. Il y a les forces de l'EAC. Pour quitter l'EAC, il faut lire les accords ou la charte de l'EAC. Vous décidez aujourd'hui, le 11 mai 2023, de quitter l'EAC. L'exécution se fera le 11 mai 2024, c'est-à-dire 12 mois après. Comme je suis présidente de la commission genre, famille, enfants, également je suis préoccupée par ces questions-là parce que ce sont des questions qui reviennent à tout moment, les questions du veuvage, de la succession, des enfants, des héritiers. Et aujourd'hui, on a parlé d'autres questions comme la dot, comme les fiançailles. Et évidemment, les collègues avec ces particularités. Et nous avons essayé également de donner notre point de vue par rapport à telle ou telle autre question. Moi, particulièrement, je suis d'abord contre le prix fixé de la dot, dans la loi qui était d'ailleurs de 1 million de francs congolais, équivalent de $500. Et aujourd'hui, nous sommes bien d'accord que $500 ne vaut plus 1 million de francs congolais, donc la valeur de la dot déprécie également. Et si on n'y prend pas garde, on arrivera à un moment où peut-être 1 million de francs congolais, ça va plus correspondre à $500 ou peut-être ça sera $200. Donc ça n'a pas de raison d'être. D'abord c'est inconstitutionnel.
parce que c'est un pouvoir qui a été donné à la Constitution aux assemblées provinciales, à l'autorité coutumière de réfléchir autour de la dot. Sur le plan du bon sens, la femme n'a pas de prix, la femme a une valeur et chacun donne sa valeur à sa femme en rapport avec ses moyens. On n'a pas de production locale suffisante, il fallait discuter avec les autorités zambiennes. D'abord pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, parce qu'on avait décidé, comme ça, quelqu'un a décidé, on ne vend plus le maïs au Congo. Et on ne laisse plus passer les maïs importés, ce qui vient par exemple d'Afrique du Sud. Mais ça, vous n'allez pas me dire, ça c'est politique parce qu'il y a un objectif clair de s'aimer la tension et de soulever la population. Parce que lorsque le prix du maïs était à 45 000 francs, vous l'achetez à 100 000 francs ou à 90 000 francs, bien sûr que ça vous énerve, ça crée une forme de surchauffe. Et donc ça, c'est politicien. Je dirais même pas que c'est politique, j'allais dire même que c'est démoniaque de penser porter les cynismes à un tel point. Les Congolais qui sont déjà dans des situations assez difficiles et que de manière délibérée, vous puissiez utiliser des réseaux qui empêchent aux Congolais d'avoir accès à une denrée principale. Mais là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de dire comment nous répondons à ces besoins. Et je pense que les mesures vont être prises. On va travailler avec la FEC. On va planter, parce qu'il y a des saisons pour planter. Il y en a peut-être 2 par an. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet. On va voir dans quelles conditions on peut le faire. Je vous ai parlé de la réquisition de plusieurs hectares dans toutes les provinces du pays. Le ministre des Affaires foncières a été associé à la réunion ECOFIN élargie, parce qu'il est question de mettre à disposition des terres à des compatriotes dans le pays pour s'assurer que nous avons une production suffisante pour couvrir nos besoins, et c'est sur quoi nous travaillons. Avec la migration vers la télévision numérique terrestre, TNT, plusieurs chaînes ont vu les jours en République démocratique du Congo. Plus de 250 chaînes de télévision, rien que dans la ville province de Kinshasa. L'audiovisuel est en pleine expansion en RDC. Pourtant, rares sont les stations qui évoluent dans des conditions avec le matériel adéquat. Et dans un arrêté signé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a réalisé un coup de balai dans l'espace médiatique congolais, en réduisant des 270 à 107 chaînes de télévision émettant sur TNT à travers le pays. Ce processus de désactivation des chaînes non en règle avec l'État congolais s'inscrit dans le cadre de la salubrité médiatique prônée par le ministre Patrick Mouyaya depuis son avènement à la tête de ce ministère. Et dans un briefing de presse, le patron de la communication et médias en RDC, Patrick Mouyaya, a fixé plusieurs conditions pour continuer à émettre en tant que chaîne de télévision, notamment avoir un faisceau, car toutes les chaînes répertoriées ayant des laptops déposés au centre d'émission d'Mbinza sont déconnectées. Toutes les mesures doivent se mettre en place pour les élections véritablement crédibles, transparentes, apaisées sur toute l'étendue du territoire national. La structure Forum Citoyen a officiellement lancé ce vendredi 2 mai à Kinshasa une campagne de vigilance pour lutter contre la fraude électorale au mois de décembre prochain. Cette campagne consiste à sensibiliser, informer et la surveillance électorale citoyenne. Nous sommes partis d'un constat que la CENI actuelle ne conduit pas un processus qui fait confiance et elle-même n'inspire pas confiance du fait qu'elle est née dans la fraude. Tout ce qui est fait est fraudulé, la loi électorale, la loi sur la CENI, et on voit aussi la fraude qui arrive avec le débat sur l'audit du fichier électoral. Donc tout est fraudulé. Voilà pourquoi nous demandons à la population de pouvoir se réveiller. On ne doit pas s'habituer avec des élections frauduleuses, ça ne doit pas devenir une habitude. Pour Carlos Mompili, malgré l'utilisation légale de la technologie de l'information dans le processus électoral, derrière ça, il y a aussi des fraudes qui s'organisent de la phase préélectorale au niveau du toilettage du fichier électoral et jusqu'au niveau des scrutins. Il faut reconnaître avec l'usage des technologies numériques ce que
ça exclut toute personne du commun des mortels et ça devient une affaire exclusive des experts. Et c'est là que la fraude se passe, d'autant que des questions numériques ne peuvent être relevées ou révélées par de seuls les experts. Retenons que la société civile promeut de mettre en place une commission électorale nationale indépendante d'alternative. Cette commission sera composée par de membres de la société civile crédible et de certaines confessions religieuses avec comme but de sensibiliser la population, de faire une pression pacifique et garder les membres de la société civile qui sont à la CENI sous pression pacifique. Net lobby boy. Manifestation au Salema lobby et qu'on salema samedi le 20 à ça peto bengi bato nyonso au bazala qui mobilisé batika la mobilisé baya na manifestation wana date wana toponi yango ponani hôtel de ville à lobby alingaki alongola ba machette batambisi ba machette wa kiliki to komi kozonga soki ne foko ya travail. En initiant ce programme de visite de projet, un seul leitmotiv habite le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, se rendre compte de l'état d'avancement de ce projet, relever les difficultés qui rencontrent les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ce projet et enfin pousser ces derniers à respecter les échéances de remboursement des crédits. Le premier projet visité ce mardi 9 mai 2023 par les membres du conseil d'administration du FPI avec à sa tête Madame Vicky Katumwa Mukalai, la présidente du conseil d'administration, et le projet des établissements Malilanzenze Congo Communication qui opèrent dans le secteur du transport fluvial. Ce projet a été financé par le FPI depuis 2020 pour désenclaver la ville de Mbuji-Mayi en acheminant par voie fluviale des produits de première nécessité afin de baisser le prix sur le marché de Mbuji-Mayi. Grâce à cet accompagnement du FPI, le projet avait renforcé sa capacité opérationnelle par la construction des barges et allèges. Le constat qui avait été établi après plusieurs missions de supervision était que l'armateur avait arrêté l'exploitation de cette ligne fluviale. Olivier Bierler, le promoteur de ce projet, avance quant à lui des difficultés liées à la régularité du niveau d'eau de la rivière Ndomba, qui avait depuis lors handicapé l'évolution de ce projet. Le deuxième projet visité par les membres du conseil d'administration du FPI qui se sont fait accompagner par les directeurs généraux adjoints du FPI, Martin Ouidjilou, c'est le centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, CREPAT Laboratories en sigle. Ce centre transforme des produits végétaux bruts, naturels, en produits pharmaceutiques modernes. On se rappellera que lors de la vague de l'épidémie à Covid-19, le CREPAT Laboratories avait mis sur le marché congolais un médicament antiviral à large spectre dénommé Doubaz C, ainsi que d'autres médicaments contre les cancers et antitumorales. À l'issue de ces deux visites, la présidente du conseil d'administration du FPI, Madame Vicky Katumwa Mukalai, a circonscrit le but de cette mission de supervision et d'évaluation. Nous avons palpé du doigt le financement du FPI à travers les différents promoteurs que nous avons visités aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits que les choses se sont bien passées entre la direction générale et les deux promoteurs. Mais ce que nous attendons des promoteurs, pour ceux-là qui doivent rembourser, en tout cas, ils doivent le faire illico presto. Nous n'avons pas besoin, il est vrai qu'ils ont rencontré des difficultés sur le parcours, mais toutes ces difficultés devraient être contenues dans les études qui devraient préalablement être faites. Ce n'est pas en cours d'exécution du projet qu'on peut se permettre de se plaindre. Là, nous ne sommes pas d'accord en tant que conseil d'administration parce que notre rôle, c'est de contrôler, de donner des orientations.
Il s'y est de préciser qu'au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2023, 28 projets répartis à l'échelle nationale, soit les provinces de Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Lualaba et les Kasaï orientales, connaîtront des descentes sur le terrain du conseil d'administration du FPI. Ces missions permettront de mesurer le taux d'exécution de ce projet au regard des efforts de financement engagés par le FPI dans l'optique de la rentabilité de toutes les parties et en conséquence d'évaluer l'efficacité de la politique de financement du FPI dans le concret. La ronde du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour évaluer l'opérationnalisation des projets industriels financés dans la province Kinshasa se poursuit en cette troisième journée, dans la suite de Madame le Président du conseil d'administration Vicky Katumwa Mukalaï. On signale les présences de 2 administrateurs ainsi que du représentant du ministre de l'Industrie. Direction l'est de la capitale, où tout d'abord les établissements Yetu situés dans la commune de Kinkole ont été visités. Ce projet spécialisé dans le secteur alimentaire produit la boisson alcoolisée et non alcoolisée. Le financement du Fonds de promotion de l'industrie a permis d'installer 2 lignes de production d'eau minéralisée et la boisson alcoolisée et non alcoolisée mise en bouteilles plastiques. Des confidences reçues sur place, il s'avère que le projet connaît actuellement une baisse par suite de la concurrence et la deuxième difficulté évoquée par le promoteur du projet est un problème de faible production. Des solutions sont envisagées pour pallier à cette situation et maintenir la production. Après le projet Yetu, les membres du conseil d'administration du FPI se sont rendus dans la commune de Kimbaseke pour visiter le projet Money Shop. Ce dernier a sollicité et obtenu du FPI un financement en fonds de roulement destiné à la constitution d'un stock de matières premières. Dans le souci d'étendre son activité de production de la charcuterie, Money Shop a implanté une usine dans la commune de Kimbanseke sur le boulevard Lumumba. Le constat est à peu près satisfaisant par rapport au premier projet que nous avons visité des établissements Yetu, qui sont de bons clients apparemment, mais qui ont connu quelques difficultés de parcours, difficultés par rapport au paiement, parce que nous sommes en train de contrôler si ces établissements qui ont sollicité de prêts auprès du FPI sont en ordre avec leur paiement. Comme c'était un prêt qui date de 2019, en principe, ils devraient déjà commencer à payer. Bien sûr qu'ils ont commencé à payer. Ils ont eu quelques difficultés par rapport à l'importation de matières premières qui ont fait qu'ils sont en cours peut-être de moyens pour finaliser leur projet. Mais sinon, ils nous ont promis que dans les 2 mois qui suivent, ils vont se mettre en règle et qu'ils vont payer. Ici, nous sommes chez Money Shop. Nous avons visité leurs installations ainsi que leurs produits. En tout cas, nous sommes satisfaits dans la globalité de tous les projets que nous avons visités aujourd'hui. Les projets sont là, ils ont été financés. Ils ont quelques difficultés de parcours. Bon, qu'on va voir comment essayer de les aider en tant que FPI. Partout où ils sont passés, les membres du conseil d'administration du FPI ont encouragé et sensibilisé ces promoteurs à respecter les échéances de remboursement du prêt obtenu du FPI, cela afin de permettre à cet établissement public de réaliser sa mission statutaire qui est le financement de l'industrie locale. Gabriel Banza Malela Makuta, avocat et professeur de l'université de Lubumbashi, était ce mardi 9 mai 2023 l'hôte d'un club de jeunes intellectuels congolais qui l'avait invité à les éclairer sur ce précédent histoire de 2 arrêts contradictoires rendus par la Cour constitutionnelle dans une même affaire. L'orateur a commencé par considérer qu'il y a
Anguille-sous-Roche d'assister à un tel cas de figure alors que dans son article 168, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoirement exécutoires et opposables à tous. Sans détour, Maître Banza Malela a déclaré qu'au nom du principe de l'exquature, le premier arrêt rendu en novembre 2021 prime sur le second datant de novembre 2022. Ce principe veut en effet qu'au nom de la non-rétroactivité d'une décision judiciaire, ce second arrêt qui apporte une correction au précédent, en ce sens, il démontre que nul ne peut être au-dessus de la loi, va désormais constituer une spéculation doctrinale pour la postérité. Plus concrètement, le conférencier a expliqué en droit les principes du doute et de la non-rétroactivité demeurent immuables et sont de pleine application dans le cas présent. Plus concrètement, il note que le premier juge Dieudonné Kalouba avait dit le bon droit selon le prescrit de la Constitution et devra être élevé en autorité pour cela. Il constate ensuite que le second juge Dieudonné Kaloumeta n'a pas démérité pour autant puisqu'il a agi pour le besoin utilitaire de l'avenir. La Cour n'ayant pas compétence de créer le loi, a détaillé le professeur Gabriel Banza dans son exposé, le bénéfice du doute profite à l'accusé. Mais même si, dans le cas des figures, l'affaire Boukangalonzo n'est pas allée dans le fond pour traiter de la possibilité de sa culpabilité, la Haute Cour qui a autorisé sur son dossier l'emporte de par l'exclusivité de ses arrêts qui renvoie les justiciables des fins de toute poursuite. En effet, la Cour statue une et une seule fois. Lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo, c'est le combat dans lequel s'engage la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambaye. Cette lutte a pour but de faire gagner le pays plus d'1 milliard de dollars américains devant servir d'assiette fiscale et à la parafiscalité sans oublier ses effets induits en termes de croissance échappent au trésor public. Plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Le Rwanda en est le principal instigateur. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie plus de milliards de francs congolais équivalent à plus de 34 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis à la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni est arrivé à Geti, une première étape de sa mission d'évaluation de la situation sécuritaire en territoire d'Irumu. Alors, le gouverneur militaire, depuis près de 2 ans maintenant, vous savez, l'état du siège a été décrété en Ituri. Il y a eu plusieurs opérations militaires. Il y a eu l'approche militaire et non militaire mise en place par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni en province de l'Ituri. Alors, aujourd'hui, il était question, 2 ans après, d'aller sur terrain pour palper du doigt, voir ce qui la vie que mène aujourd'hui la population de ces territoires après 2 ans d'intenses travaux, 2 ans de plusieurs opérations menées en territoire d'Irumu particulièrement. Alors, le gouverneur est arrivé à Geti, accueilli par une foule immense de la population. En septembre, un signe déjà du retour de la paix parce que il n'y a pas très longtemps,
Guéti, tout comme d'autres coins du territoire d'Irumu, étaient vidés de sa population. Et aujourd'hui, on a vu quand même une foule immense venir accueillir le numéro 1 de la province d'Ituri, qui a d'emblée lancé un message, le message de paix. Il a prêché la culture de la paix, de la cohabitation pacifique et surtout de la réconciliation. Et par ses propres mots, le numéro 1 de la province d'Ituri a dit que, je cite, vous ne devez pas combattre votre propre patrie, mais il faut défendre votre patrie, combattre les ennemis de la RDC et non s'entretuer entre vous Congolais. Donc c'est le message qu'il a adressé aujourd'hui à ces groupes armés locaux qui ont endeuillé la province de l'Ituri et particulièrement ces territoires d'Irumu. Alors la deuxième étape, c'était celle de Boga. Boga, vous savez, Boga était l'épicentre des hostilités causées par les ADF, mais aujourd'hui il s'observe également une accalmie dans cette région et là également le numéro 1 de la province a tenu un meeting populaire au cours duquel il a encore et encore prêché le message de paix. Et donc cette mission continue. C'est pour voir aujourd'hui dans quel élan évolue l'état des sièges dans cette province secouée pendant plus de 20 ans par l'insécurité. C'est ce lundi que les épreuves préliminaires de l'examen d'État ont démarré sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans cette occasion, la rédaction de BC Télévision s'est rendue à l'un des centres de la Gombe. Nous sommes au lycée Bosangani Sacré-Cœur. Il était 11h, passé des 30 minutes, quand les élèves finalistes sortaient du centre confiants. Ils n'ont pas manqué les mots pour exprimer leur satisfaction tout en rappelant leur sujet. Aujourd'hui, c'était en fait juste la dissertation et tout. On devait décortiquer des sujets et tout. On devait choisir un sujet au sujet de la jeunesse. C'était les vieux connaissent la valeur de la jeunesse et un truc du genre comme ça, je crois. Au début, je peux dire que c'était un peu compliqué, mais avec le temps, quand j'ai vraiment bien lu le sujet, et puis j'ai compris, j'ai dit bon, j'essaye seulement. Mais quand j'ai commencé avec le temps, j'ai compris vraiment, donc c'était facile. J'ai choisi le sujet sur l'environnement. Déjà de 1, ici en Afrique, nous on ne respecte pas l'environnement. On jette des bouteilles, des sachets partout, donc c'est un peu ça quoi. Le sujet parlait de la femme et de l'importance de la femme dans la société. J'ai dit que la femme était le pilier de la société et que sans la femme, et que j'ai dit que derrière chaque homme se cache une femme. Je sais que j'ai bien travaillé, que j'ai bien disserté et voilà. Rappelons que après la dissertation, ces finalistes du secondaire passeront pendant quelques jours les examens de oral de français pour finir avec le jury pratique. Rappelle le principal titre. Au cours de cette semaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé le départ en juin prochain de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est suite à son incapacité à instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Vicky Katumwa, a conduit une forte délégation de cette entreprise mardi 9 mai 2023 dans l'objectif de palper l'avancement de quelques projets financés par FPI. Sur des 107 chaînes de télévision émettant sur TNT, 107 autorisées à fonctionner à Kinshasa, décision prise par le gouvernement congolais dans un arrêté signé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Merci pour votre réelle attention et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.